Le complexe de classe sociale s'invite dans le quotidien de certains couples. Une honte qu'ils devraient en principe apprendre à surmonter. Mais malheureusement, nombreux sont les amoureux d'hier à se séparer sur ce constat d'échec. Nous sommes trop différents. Pourtant, les différences et en même temps les particularités de chacun ne sont pas des obstacles insurmontables. Bien au contraire, elles constituent même la véritable richesse du couple. D'où ce thème, vie de couple, la différence aussi bien intellectuelle ou financière influence-t-elle la relation? Et pour en parler, je reçois pour vous deux acteurs de la société. Damas Tcheimoa, bonjour. Bonjour, monsieur. Vous êtes pasteur, mais également coach en développement intégral, enseignant également de formation. Merci pour votre présence sur ce plateau. Merci beaucoup. En face de vous, c'est Jeki Esso. Elle est professeure de dessin, mais aussi directrice du Centre culturel Akanga. Madame Esso, merci d'être là encore une fois. Merci à vous. Bonsoir. Alors, je vais vous demander, puisque vous êtes sur ce plateau, femme, déjà on vous a reçu une fois, et puis, bon, vous appréciez la société africaine, mais vous avez vécu également hors du continent. Vous avez donc cette latitude aujourd'hui d'apprécier les deux cultures. Alors, pour vous, la différence dans le couple, au plan financier comme intellectuel, est-ce que ça devait être un problème? Ça ne devrait pas l'être, mais force est de constater que ça l'est. Je pense que la différence intellectuelle est beaucoup plus importante et difficile à surmonter que la différence de situation financière. Voilà, de façon vague, on va rentrer dans les détails tout à l'heure. Pasteur Tcheimoa, est-ce que vous pensez la même chose? Cette différence devrait en principe influencer le couple? Pour ma part, je vais commencer en disant, comme nous parlons du couple, il faut faire forcément référence à Dieu. Parce qu'au moment où Dieu créait la vie sur la terre, et puis il a créé l'homme et la femme, et il a instauré le mariage et la vie conjugale, Dieu voulait le bien-être holistique des deux acteurs du couple. Au point où une relation amoureuse devrait être axée sur deux piliers, la tendresse et l'harmonie. Qui parle de tendresse et d'harmonie parle forcément de bonne communication, parle de compréhension, parle de cohésion, parle de coopération et de tout. Mais force est de constater aujourd'hui que dans la vie des couples, il y a de tout petits pépins qui viennent et qui gangrènent le tissu familial et qui plongent les acteurs dans une sorte de spirale dont l'issue leur est souvent difficile. Et les analyses les expériences ont prouvé qu'il y a ou que sur la liste des choses qui portent atteinte ou qui portent de préjudice à la vie familiale, il y a en tête de liste ce que moi j'appelle le phénomène argent. Je l'appelle phénomène parce qu'il répond à tout. Mais au même moment, il y a aussi à la base de tous les problèmes du monde, étant le nerf de la guerre. Et depuis quelque temps, les expériences ont prouvé aussi que le déphasage du niveau intellectuel s'est invité sur la liste comme l'une des situations qui portent de véritables entorses à la vie conjugale. Et de ce fait, disons que le poids de l'influence dépend du côté où le poids pèse dans la balance. Soit du côté de l'homme ou de la femme. Alors, on aura donc le temps d'avoir également beaucoup plus de détails concernant avec vous. Vous estimez tout à l'heure, Madame Esso, que la question intellectuelle est difficile à solutionner plutôt que celle financière. Pourquoi, selon vous? Parce que j'estime que dans un couple, le conjoint doit être votre meilleur ami. C'est la personne à qui on peut tout dire, on peut tout confier. On a choisi de rester ensemble. Selon moi, on doit tout partager. Donc, si on ne se comprend pas parce que l'autre
n'a pas un niveau de connaissance ou même de curiosité intellectuelle, parce qu'on peut ne pas avoir eu la chance peut-être de faire des études, mais ce qui est sûr, on a toujours une expertise dans un domaine donné. On peut être un très bon agriculteur, on peut être un très bon menuisier. Les menuisiers, par exemple, ce sont des artistes. Il y a l'artisanat d'art. Donc, c'est pas parce que celui-là, peut-être, n'a pas été à l'université qu'il ne sait rien. Il sait quelque chose. Mais il faut qu'on ait une adéquation, qu'on ait des échanges enrichissants, qu'on puisse se parler tout le temps et de tous les sujets. Et je trouve que si le conjoint ne peut pas répondre à une discussion ou ne s'intéresse pas, ben c'est un gros problème. On n'a rien à faire ensemble. Alors, vous pensez qu'un couple peut se constituer, peut finalement se confronter à ces réalités-là, ou déjà à l'entame, lorsque vous réalisez que ça ne va pas à ce niveau-là, il vaut mieux casser en même temps? Oui, c'est mon opinion. On devrait casser. Oui, il faut pas se mettre. On ne se met pas avec quelqu'un pour dire qu'on va rester 1 an ou 2 ans. En principe, on se met avec quelqu'un pour la vie. Après, la vie peut faire que ça ne marche pas, mais au départ, on se met avec quelqu'un pour toujours. Ça a l'air peut-être idéaliste, mais c'est comme ça d'abord. Maintenant, il faut bien, en tout cas, j'estime que chacun devrait avoir des critères personnels. Ce que j'accepte et ce que je n'accepterai pas chez l'autre. Comme personne n'est parfait, il y a toujours des choses qui ne vont pas aller. Mais si ce qu'on accepte est supérieur à ce qu'on n'accepte pas, ça peut aller, on peut faire des concessions. Mais si c'est l'inverse, ça ne va pas marcher. Ah ben vous savez quand même qu'il y a des couples qui se constituent au fur et à mesure du cursus scolaire, par exemple. L'autre peut évoluer plus tard. Alors, je mets par exemple ce vocable-là sous l'angle d'observation du pasteur Tchéimoa, qui estime qu'au plan divin, la tendresse et l'harmonie devraient quand même caractériser le couple. Alors, si vous constituez votre couple déjà sur les bancs et que finalement l'autre abandonne les classes le plus tôt possible, ou c'est le mari, ou c'est la femme qui évolue le mieux, est-ce que vous pensez qu'au plan d'harmonie et de la tendresse, vu sur l'angle divin, on peut casser ce couple-là? Qu'est-ce que ça veut dire on peut casser? De l'extérieur? Non, est-ce que vous pouvez rompre? Est-ce que vous pouvez rompre entre vous, décider de partir parce que finalement c'est peut-être la femme ou c'est le mari qui a évolué plus que l'autre, et puis finalement ce couple constitué depuis les bancs n'a plus tenu, parce qu'on sait quand même, on a l'expérience qu'effectivement des gens se mettent ensemble un peu tôt et finissent vraiment pas vieillis ensemble. Chacun sait ce qu'il est prêt à accepter, jusqu'où il est prêt à aller. Si cette personne estime que l'autre ne répond plus à ses attentes, je pense qu'elle a le droit de s'en aller. On ne peut pas lui reprocher. Pourquoi elle ne va pas s'accrocher à la personne au motif que, bon, on était ensemble depuis les bancs. Or, ça ne va plus. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut rester ensemble comme ça? Non, on se met ensemble pour être heureux, pas pour faire plaisir à l'entourage. Alors, avant de revenir donc au plan argent que vous avez mis en tête et puis l'intellect en second, juste un mot par rapport à sa réaction, puisque vous êtes du monde des religieux, ce que Dieu a uni, l'homme ne peut pas défaire cela, mais vous réalisez que le couple que vous avez mis en place depuis les bancs a finalement connu une certaine différence, ne serait-ce qu'au plan intellectuel d'abord, on va parler argent après. Est-ce que c'est un motif pour peut-être, d'une manière ou d'une autre, casser ce que les hommes ont uni sous la bannière de Dieu? Oui, la plupart des couples qui se constituent sur les bancs n'ont pas une durée de vie dans le temps. Parce que, comme le dirait l'autre, l'amour se vit et l'amour s'entretient. L'amour est quelque chose qu'on cherche à découvrir chez le partenaire dans le fil dans le temps. Et si déjà sur les bancs, je me suis déjà habitué à cultiver ça, ce qui devrait être pour moi une surprise que je vais chercher plus tard dans l'autre, je l'ai déjà eu aujourd'hui sur les bancs, au point où ces couples-là qui se constituent sur les bancs, pour la plupart, j'en connais, et pour la plupart, ont déjà découvert, avant d'entrer dans la vie conjugale, tout ce dont ils ont besoin, ou tout ce qui devait les attirer, les attracter chez l'autre, ils l'ont déjà eu chez le partenaire. Au point où, du coup, quand ils se marient,
ils deviennent pratiquement comme des frères consanguins. J'ai lu quelque part où quelqu'un disait, où une femme disait, je me suis mariée, je suis maintenant en vie de couple avec mon homme, ça ne fait pas encore beaucoup de temps, mais il est comme mon frère de sang. Il est comme mon frère de sang. Mais quand c'est comme ça, c'est un couple fusionnel, c'est parce que les gens recherchent ça. Merci beaucoup. Ça n'aboutit pas à ce que Dieu, lui, avait l'intention de constituer dans la vie des humains. Donc, le fait de faire un truc à la va-vite plonge les gens dans le décor. Donc la précocité de ces relations n'est pas forcément liée ni à l'argent, ni à l'intellectuel. Vous appréciez de sa durée ou pas? Non, chacun, comme tout à l'heure l'a dit, madame, chacun a son domaine de compétence. Chacun est expert dans un domaine donné. Il suffit juste à l'autre de valoriser son domaine de compétence et puis l'égalité est faite. Tu as un domaine de compétence, tu es expert dedans, moi aussi j'ai mon domaine, il faut que j'excelle dedans et que dans ce que je fais, ça puisse apporter une plus-value à la constitution de mon ménage. Dès qu'il y a ça, quel que soit le niveau, ou quel que soit ce qu'il y a, on s'entend toujours. Mais il ne faut pas devancer les faits. Quand on se met en amitié très tôt, et que ce qu'on ne doit pas voir, on commence par voir. Ce qu'on ne doit pas faire, on commence par faire. Comme j'ai un ami, ils sont restés, un ami d'enfance quand il était sur le campus, lui, il était, je crois, un électricien, bien quoi. Il était en amitié pendant des années avec la fille. Et puis finalement, j'ai appris un jour, il m'a dit, Damas, je ne suis plus avec telle fille. J'ai dit, pourquoi? Il m'a dit, elle a commencé par prendre du poids. Alors que moi, je ne suis pas un accro des femmes rondes. Du coup, cette relation a été brisée et ça fait beaucoup plus mal à la femme qu'à l'homme. Il lui a fait perdre beaucoup de temps. Il lui a fait perdre beaucoup de temps. Alors que la femme a un temps de ménopause. Donc, il ne faut pas alors faire perdre le temps à la fille. C'est pourquoi il vaut mieux patienter et attendre le temps normal pour commencer ce qu'il faut commencer. Madame Esso, je parle de double culture pour vous, parce que vous n'avez pas vécu seulement en Afrique, beaucoup de temps passé en Occident. La précocité des relations peut être aussi source de rupture dans le temps après, selon vous? Oui et non, peut-être, mais peut-être pas. Moi, je connais aussi des couples qui sont ensemble depuis le lycée, qui sont aujourd'hui toujours ensemble, qui sont grands-parents. Ils sont toujours ensemble. Il y a des exceptions. C'est vrai que c'est rare. C'est vrai. Alors, dites-nous maintenant, puisque pour vous, c'est le côté intellectuel qui est beaucoup plus le facteur déterminant, mais l'aspect financier, ça intervient également dans le couple. Peut-être si la femme a un portefeuille plus garni que l'homme, elle a tendance à s'imposer, c'est vrai? On le constate, mais je pense que celles qui agissent comme ça, c'est un problème d'éducation. Vous ne le ferez pas, vous? Non. Ah bon? Moi, j'ai bon, on n'est pas là pour parler de nos vies personnelles, mais j'ai le code de carte bleue de mon mari, il a le mien. Donc, c'est pas un problème. Il sait ce qu'il y a sur mon compte, je sais ce qu'il y a sur son compte. Je peux aller quand je veux, il peut aller quand il veut dans mon compte. Mais est-ce que vous ne pensez pas que, d'abord, lorsque vous avez, c'est vrai, échangé ces comptes-là, ça vous permet de savoir ce que l'autre gagne, ainsi de suite, mais en même temps, celui qui a le plus de gains dans le couple a tendance à marcher sur les pieds de l'autre, non? Moi, je dis que c'est un problème d'éducation. On ne peut pas mettre l'argent, ne peut pas être une valeur qui permet d'être au-dessus de l'autre. Je pense que ce sont des personnes, je suis désolé, qui ont un défaut d'éducation ou qui n'ont pas profité de l'éducation de leurs parents. Ce sont des gens qui sont... Leur Dieu, c'est l'argent. Et l'argent ne résout pas tout. On voit bien des gens qui ont beaucoup d'argent et qui donneraient cher pour être en bonne santé, mais ils ne peuvent pas acheter la santé. Donc, moi, je pense que des personnes qui font ça, ce sont des gens qui ont un défaut
de vision de la vie. Ils ne savent pas qui ils sont. Et le jour où ils n'ont plus d'argent, ils ne sont plus rien. Donc c'est bien dommage. Et c'est vrai que malheureusement, ce sont mes sœurs, les femmes, souvent, qui, quand elles ont plus d'argent que le conjoint, bon, c'est... mon collègue disait tout à l'heure, société patriarcale, bien sûr. Donc, en effet, c'est l'homme qui doit tout assumer, ainsi de suite. Donc, s'il a beaucoup d'argent, généralement, tout le monde trouve ça normal. S'il a plus de moyens que la dame, il trouve ça normal. Si c'est l'inverse, bon... Si elle n'est pas bien éduquée, eh bien, elle se trompe. Si elle pense qu'elle doit se commander ou devenir désagréable parce qu'elle a de l'argent, non. Moi, je ne suis pas d'accord en tout cas avec cette attitude-là. L'argent ne peut pas être déterminant, à mon avis. Le plus important, c'est la relation qu'on a. Comment on s'entend, qu'est-ce qu'on veut en fait, quelle est notre vision commune, pourquoi on s'est mis ensemble. C'est ça qui est important. Alors, pasteur Tcheimoa, vous l'avez évoqué, l'argent, pour vous, c'est le premier facteur de déclic en termes de désharmonie au niveau des couples, et puis l'intellect vient après. Pourquoi, selon vous? Et vous avez tout à l'heure spécifié, ça dépend de quel côté c'est. Oui. Il faut essayer de comprendre un peu quand c'est du côté de l'homme et que l'homme a un portefeuille beaucoup plus garni. C'est ça l'idéal. C'est ça qui est souhaité. Parce que l'homme est la tête. Et la tête porte beaucoup de charges. C'est dans la tête qu'il y a le cerveau. Et c'est lui qui doit conduire et prendre soin de sa famille. Et quand c'est l'homme qui a un portefeuille un peu plus garni, c'est très bon pour le bien-être économique de la femme qui se sent un peu plus en sécurité. Ça aide aussi dans la durabilité du mariage, mais à certains égards, quand l'homme n'a pas la crainte de Dieu et que l'homme n'a pas une certaine expérience de la vie, ça a tendance à conduire les hommes dans l'infidélité. Quand c'est la femme, ce n'est pas souhaité. Moi, je ne souhaiterais jamais qu'une femme ait beaucoup plus d'argent que moi. Elle peut avoir de l'argent, mais il ne faut pas que son compte ou son portefeuille soit beaucoup plus garni que le mien. Pourquoi pas? Bon? Pourquoi pas? Oui. Je vais vous le dire. Ça crée un certain déséquilibre. Ça crée un certain complexe. Au niveau de l'homme? Chez l'homme. Et ce n'est pas très bon pour le bien-être moral de l'homme qui, même si la femme faisait toutes choses, tout ce qu'elle pouvait faire, l'homme a tendance à croire que sa femme lui manque de respect à cause du complexe. Parce que quand la femme a beaucoup plus de moyens et que c'est elle qui doit répondre aux besoins de la famille beaucoup plus que l'homme, ça participe un peu à un certain déséquilibre. Ça n'aide pas toujours. C'est vrai que là, il n'y a pas de risque d'infidélité, mais ça met en mal l'homme. Mais je pense que c'est des hommes qui sont pas sûrs par moment, oui. Et par moment. Et des situations qui se présentent où la femme, dépassée par les faits, est obligée de faire référence à certaines situations où elle a été obligée de répondre aux besoins de la famille beaucoup plus que l'homme. J'ai réglé des cas dans mon ministère pastoral de plus de 26 ans. J'ai réglé des cas où la femme faisant sortir, répondant aux besoins du foyer beaucoup plus que l'homme, ça a mis en mal l'homme et pas fini. Ce foyer a été presque détruit. Parce que l'homme, après tout, voyant que la femme n'est plus soumise, elle répond ceci. Et par moment, chez nous ici au Bénin, à certains égards, quand la femme se voit un peu frustrée, tôt le matin, elle va commencer par dire des proverbes.
non pas directement vers l'homme, mais en parlant aux enfants, elle s'adresse ainsi à son mari. Ça déséquilibre l'homme. L'homme se voit vraiment diminuer. C'est un coup moral que l'homme reçoit. Ce n'est pas bien. Mais quand c'est les deux, et que les deux ont les moyens, c'est bon, mais ce n'est pas bon. Puisque là, ça agit sur le bien-être moral des enfants qui s'imaginent qu'ils sont un peu abandonnés. Que papa et maman n'ont plus de temps parce que beaucoup de voyages, beaucoup de missions, les enfants sont abandonnés à la nounours, ainsi de suite. Et c'est un endroit où il y a assez de tension, où les gens cherchent à affirmer, chacun veut affirmer son autorité. Le papa qui veut affirmer son autorité de papa et la maman qui veut montrer aussi que je suis quelqu'un dans le truc. Donc, le tout dépend non seulement de l'éducation, mais aussi de la crainte de Dieu qui arrive à équilibrer un peu les choses. Je vous voyais tout à l'heure un peu remonter par rapport aux hommes, mais est-ce que vous pensez que c'est une frustration infondée? Oui, c'est une frustration infondée. Ah bon? Parce que, encore, je reviens dessus, il faut choisir son conjoint. C'est une frustration infondée. Mais surtout que le pasteur dit que... Si au fur et à mesure de votre évolution de couple, la femme finit par avoir quand même une condition favorable d'emploi et qu'il lui offre certains privilèges, est-ce que pour cette raison, il faut la laisser? Mais bien sûr, mais ça veut dire quoi la laisser? Elle n'est pas prisonnière. C'est pas à vous de la laisser ou de ne pas la laisser. Elle fait ce qu'elle veut. Ah bon? Elle a le droit d'avoir un plan de carrière. C'est pas parce qu'on a épousé quelqu'un qu'on n'existe plus. Mais quand le pasteur estime que... ça. Et pourquoi on fait des études alors? Il n'y a pas de raison à ce que lui ne laisserait aucune femme avoir plus. En tout cas, du moins, c'est celle avec qui lui peut se mettre en relation. Il a le droit de le faire parce que lui, ça ne lui convient pas. Mais il faut qu'il comprenne aussi qu'il y a des femmes à qui ça ne convient pas d'être... la potiche ou d'être à la merci de son mari. Non. Et je ne suis pas d'accord quand vous dites que si les deux ont des moyens peut-être équivalents à peu près, les enfants sont abandonnés. Pourquoi ils ne sont pas automatiquement abandonnés? C'est pas parce qu'on a des moyens. Il y a forcément des influences. Ils estiment que le regard des parents n'est plus ce que cela devrait être. Papa et maman sont tout le temps au dehors. Mais il y a des personnes sans moyens qui abandonnent aussi les enfants. Papa là. Et quand ils rentrent, ils ne sont pas là. Il y a des gens qui n'ont pas de moyens, qui abandonnent aussi les enfants parce qu'ils sont justement en train de chercher de quoi... Ah ben les deux, finalement, forcément, ne quittent pas la maison, et comme c'est le cas des parents fortunés. Les gens qui sont, disons, pauvres ou dans le besoin, les deux doivent chercher. Est-ce que une personne va rester les mains croisées pendant que l'autre se bat, alors que déjà on a du mal à joindre les deux bouts? Non, les deux vont chercher. Moi, j'en connais plein, Porto Novo, des gens comme ça, qui sont du matin au soir, ils sont dehors parce qu'ils sont en train de chercher le quotidien de la famille. Les enfants sont livrés à eux-mêmes. Oui, ce n'est pas abandonner, ce n'est pas croiser les bras, mais il faut avoir quand même un peu d'objectif dans ce que nous sommes en train de faire, sachant bien que l'argent n'est pas une fin en soi. Tout à fait. Alors, nous revenons donc dans le débat pour parler de ce complexe de classe sociale. Est-ce qu'en principe, ça doit pouvoir exister? Normalement, non, parce que, à mon avis, on ne devrait pas se marier en dehors de sa classe sociale. Ah bon? Oui. Justement pour éviter ce genre de problème. Donc le pauvre doit épouser le pauvre, mais oui, le riche doit épouser le riche, oui, c'est ça? Oui, parce qu'ils se comprennent, ils sont du même milieu. Mais où se trouve l'équilibre? Il n'y a pas d'inadéquation. Où se trouve l'équilibre social selon vous, à ce niveau-là? Vous ne pensez pas quand même qu'il faut un certain brassage pour qu'on finisse par obtenir une certaine égalité dans la société? Mais voilà que vous dites que si la dame, par exemple, a plus de moyens, c'est pas bon. Donc ça veut dire que, selon ce que vous dites, ça veut dire que les hommes, disons, riches, vont épouser des femmes pauvres. Et les femmes riches vont épouser qui? Les hommes riches, puisqu'elles ne peuvent pas épouser un homme pauvre, puisqu'il va être complexé et la famille ne va pas fonctionner, selon ce que vous dites. Donc, mais moi, je pense qu'il ne faut pas le faire. Moi, mon feu père, paix à son âme, il m'a toujours dit, il nous a toujours dit, les enfants, il ne faut jamais faire de mésalliance. Jamais. Il faut rester... Et c'est pas forcément une histoire de moyens financiers.
J'ai parlé tout à l'heure de l'intellect. Ouais. C'est-à-dire que c'est de la même façon, si on a un certain niveau d'études, moi je ne pense pas qu'il soit bon d'être avec quelqu'un qui n'a pas fait d'études. Je ne pense pas, parce que justement il y a des complexes de la part de l'autre, même si celui qui a plus, entre guillemets, n'en fait pas une gloire personnelle, l'autre se crée tout seul des frustrations dans sa tête. On ne sait pas pourquoi, alors que personne ne l'a écrasé. Et ça crée des problèmes, oui. Donc, alors que si on est à peu près soit du même milieu ou soit du même niveau intellectuel, on a évacué certains problèmes, à mon avis. Je sais que ce n'est pas une opinion populaire, mais c'est la mienne. Alors, moi, ce complexe de classe sociale qui prévaut depuis des lustres et ça continue toujours, est-ce que vous pensez que ça devrait en principe continuer? Il faut qu'on essaie de centrer un peu les choses. Oui. C'est vrai qu'il y a cette incompatibilité intellectuelle et l'incompatibilité en termes de portefeuille. Mais je peux me marier à quelqu'un qui, plus tard, reçoit une grâce exceptionnelle et entre dans une phase de bénédiction. Et ceux qui vous voient aujourd'hui vont croire peut-être que c'est parce que tu étais riche avant et que tu t'es marié maintenant peut-être à une dame qui n'était pas très au point financièrement. Dieu seul sait ce qu'il réserve à chacun. Dieu seul sait. Le mariage est un mystère. Voilà pourquoi avant de se marier, il est très important qu'on prenne assez de garde-fous, qu'on interroge Dieu et qu'on ne se précipite pas pour le faire. Maintenant, cette incompatibilité, qu'elle soit intellectuelle ou financière, est réelle. Parce que la plupart des filles qui se font narguer aujourd'hui par des jeunes qui ont déjà construit leur vie avant qu'elles n'arrivent, ces filles-là ont des ennuis dans leur ménage. Vous allez voir, l'homme leur fait souvent du chantage. J'avais mon argent avant que tu n'arrives. Si ça ne te plaît pas, la porte est ouverte. Et sachant bien que la connaissance aussi enfle. La connaissance enfle, comme l'argent aussi porte des ailes. Donc, il n'est pas très bon, il n'est pas très souhaité que quelqu'un qui a un très bon niveau intellectuel aille chercher une femme du village, par exemple. Mais vous savez très bien que ça se passe. Ça se passe. Pour simplement. Et j'ai à propos une petite anecdote d'1 minute. C'est un monsieur qui est un compatriote, un béninois de la diaspora, et qui avait sa femme avant d'aller faire les études. Vous savez que sur les bancs, on enceintait au village de petites filles. Et puis arrivé là-bas, quand elle a fini ses études, il a demandé que sa femme le rejoigne. Les formalités ont été faites et la femme est arrivée. Et puis, je l'ai appris. Mais celui qui me l'a dit, m'a dit que c'était un fait réel. Et la femme était arrivée, il a organisé un festin à l'intention de son épouse pour lui souhaiter la bienvenue. Il a invité beaucoup d'amis. Et comme à la villageoise, la dame s'était bien lavé la main, a laissé de côté la fourchette. Je ne sais pas comment il faut utiliser la fourchette. Et à table, elle mangeait n'importe comment. Comme au village, se lapant les mains par-ci par-là. Et puis, a commencé par croquer les os. Tous les autres avaient cessé de manger. Et les gens attendaient pour voir qu'est-ce que cette femme-là qu'on a si tant vantée. Et le monsieur a lu dans le visage de ses amis leur indignation. Et un homme astucieux a dit, bon, et s'il vous plaît, j'ai oublié de dire une petite prière avant qu'on ne commence le partage. S'il vous plaît, j'aimerais me rattraper. Et puis, il a dit aux gens
à de pareilles occasions, j'aime faire la prière dans ma langue maternelle. Elle a commencé pour dire c'est à cause de toi que je fais cette prière. Ce que tu es en train de faire, tu es en train de me rendre. Ici, chez nous, on n'a pas cette culture. Je regarde comment est-ce que tout le monde est en train de manger à table. À défaut de faire comme eux, essaie de les imiter. Ou tu peux même essayer de manger un peu. Et à la fin, quand ils vont partir, tu pourras manger à satiété. Cesse de me rendre. Ça veut dire qu'il y a un certain déséquilibre culturel. Non seulement ça, il y a aussi un déséquilibre dans matière de communication. Parce que la communication, souvent, devient plate quand tu abordes quelqu'un. Et pour une femme qui n'est pas du tout lettrée et qui a voulu se marier à un cadre qui est parti au boulot, qui a sa clé, par exemple, à la maison, clé USB, comment peut-il appeler la femme pour dire, ouvre la clé là, tu vas trouver tel fichier, envoie-moi ça par WhatsApp. Vous voyez un peu. Mais ça ne veut pas dire qu'on peut se marier à la base, grandir ensemble, construire notre vie familiale ensemble. Et si Dieu nous ouvrait des portes, Dieu nous ouvre les portes. C'est juste pour faire sauter un peu les plombs dans la tête de nos sœurs qui, à la base, ne veulent rien faire, mais qui pointent des hommes qui ont déjà réussi dans la vie, que s'ils s'y engagent, ça va créer des ennuis plus tard dans leur vie maritale. Alors, Madame Essor, ce n'est pas peut-être ce que vous connaissez, mais c'est ça aussi l'Afrique. Lorsque l'homme a plus de moyens, même s'il n'en a pas trop, dès qu'il se sent plus ou moins à l'aise par rapport à sa femme, il se permet certaines latitudes. Je crois que le pasteur l'a évoqué tout à l'heure, d'où surviennent les déviances. Donc les femmes aussi prient pour que leur mari n'ait pas beaucoup d'argent. Est-ce que vous trouvez ça normal? Ah, moi, j'ai jamais entendu ça. Hein. Je ne savais pas que des femmes priaient ça se passe. Pour que leur mari n'ait pas beaucoup d'argent. Parce qu'ils estiment que depuis que, par exemple, certains régimes ont coupé des primes, eh bien, elles sont plus à l'aise. Elles voient régulièrement leur mari à la maison. Elles peuvent aussi prier pour elles-mêmes avoir beaucoup d'argent. Puisqu'il y en a qui sont, même si elles n'ont pas fait d'études, par exemple, il y en a qui sont des commerçantes, qui sont des bonnes commerçantes, prospères. Elle peut avoir autant d'argent que son mari sans être intellectuelle. Parce que elle a, je ne sais pas, c'est peut-être une bonne couturière, elle a beaucoup de clients, ou elle fait du commerce, elle va au marché, elle fait de l'import-export, j'en sais rien. Donc, moi, je crois que cette prière est erronée. Hein. Alors, elle doit, elle, chercher à avoir plus. Alors, cette question de frustration que ces femmes-là vivent également à l'interne, mais qui n'en parlent pas, la santé mentale et physique. Lorsque vous êtes dans un couple où vous ne vous sentez pas à l'aise, c'est vrai que vous avez évoqué le cas des hommes qui se créent leur propre frustration du fait des complexes, mais il y a aussi que la santé mentale n'est pas à exclure, parce que lorsque vous ruminez votre colère, vous seul, eh bien, vous ne vous portez pas suffisamment bien, et Dieu seul sait que dans beaucoup de ménages, les femmes en souffrent vraiment. Elles doivent comprendre qu'elles ont le droit d'être heureuses. Elles ne se sont pas mariées pour être le jouet de quelqu'un, ou l'objet de quelqu'un, ou l'esclave de quelqu'un. Vous les appelez aux révoltes? Ce n'est pas une révolte. On doit savoir ce qu'on veut dans la vie, et ce qu'on est prêt à accepter, jusqu'où on peut aller. Elle s'est mariée pourquoi, premièrement? C'était pourquoi? Parce qu'elle aimait cette personne, parce qu'elle veut... Quel est son projet de vie avec cette personne? Mais si la personne, ça ne va pas, est-ce que ça vaut la peine de se tuer à petit feu pour cette personne-là? Quand vous avez fait des enfants parce que celle-là, ensemble... quand elle va faire une dépression qui va peut-être la tuer, elle, on va l'enterrer, hein. Lui va continuer. Hein. Et elle, qui c'est qui aura perdu? Qui sera perdant là-dedans? Lui? Pas du tout. Lui va continuer avec ses deuxième, troisième bureaux. Il va refaire sa vie. Elle, on l'aura enterrée. Il faut qu'elle comprenne ça. Ses enfants ont besoin d'elle. Sa famille a besoin d'elle. Elle-même, elle a besoin d'être épanouie pour être peut-être une citoyenne qui peut apporter quelque chose à la société.
Mais on ne peut pas se détruire pour un autre être humain. Moi, je n'accepte pas ça. C'est pas une affaire d'appeler à la révolte. Mais si elle fait ça, elle a un défaut de vision d'elle-même. Elle pense qu'elle n'a pas de valeur, peut-être. Mais si vraiment elle est consciente qu'elle est une personne, elle n'est pas venue par hasard sur Terre, même si elle n'a pas peut-être le niveau de son mari, ni peut-être les mêmes moyens que lui, elle a quelque chose à apporter. Tout le monde a quelque chose à apporter. Il n'y a personne qui est venu les mains vides. Ce n'est pas vrai. Tout le monde peut faire quelque chose, sait faire quelque chose. Il faut trouver le potentiel de chacun et le révéler et se déployer. Ce n'est pas rendre service à ses enfants que de rester dans un foyer où on est détruit à petit feu. C'est pas leur rendre service. Si maintenant, à cause de cet homme-là, irresponsable-là, il y a déjà des femmes qui ont fait des AVC comme ça, à cause de la souffrance mentale. Quel sera le bénéfice pour ces enfants quand elle sera incapable de faire quoi que ce soit ou bien qu'elle va mourir? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ça sera mieux que de partir et de laisser cet homme-là? Ça sera pas mieux. Mieux vaut être vivant, aller continuer ailleurs. Peut-être que ce n'était pas la personne qui lui était destinée. Parce que même si on dit qu'on se met avec quelqu'un pour la vie, mais comme les gens se mettent avec les gens au hasard, j'ai envie de dire ça comme ça, pour des mauvaises raisons parfois, parce qu'il a de l'argent, ou parce qu'il est beau, ou parce qu'il parle bien, il s'habille bien, j'en sais rien, il y a toutes sortes de raisons. Mais au moment où ça ne va plus, ou comme vous êtes mis ensemble pour de mauvaises raisons, mais on ne va pas s'accrocher indéfiniment au point de s'auto-détruire, parce que non, je ne dois pas divorcer, mais il faut se préserver là, et surtout quand il y a des enfants. Les enfants ne sont pas heureux de voir des bagarres à la maison tous les jours. Ce n'est pas leur rendre service de voir des injures, d'entendre des injures tous les jours. Le papa est toujours absent. Est-ce que ça, c'est une vie épanouie pour des enfants? Je ne crois pas. Donc les femmes doivent, justement, si elles aiment leurs enfants, il ne faut pas qu'elles restent avec des pervers narcissiques. Parce que ce genre d'homme, c'est un pervers narcissique. Alors, pasteur Thierry, vous avez parlé tout à l'heure de chantage et c'est la réponse que madame se retrouve à apporter à cette catégorie d'hommes pervers narcissiques. De toutes les façons, c'est son angle de vue, comme elle l'a toujours dit, ce n'est pas l'opinion générale. La société vous contraint lorsque vous plaignez à vos parents de ce comportement de votre mari entre griffes. C'est la plupart des réponses que les mamans vous servent. Votre papa était peut-être pire que ça, mais moi, je suis resté jusqu'à ce jour. Alors, dites-nous, ce chantage a forcément des influences. Et nous parlons donc de la santé mentale et physique, parce que l'AVC, par exemple, peut vous rendre paralytique. Et donc, cette façon de vivre, est-ce que l'Église tolère ça? Lorsque vous enlevez votre casquette d'enseignant et de coach, est-ce que l'Église tolère cela? Disons que le mariage, c'est un choix. Et tu fais le choix, tu l'assumes. Tu fais le choix et tu assumes. C'est mon professeur de philo, quand j'étais en seconde, qui nous avait demandé en première, c'est quel est le verbe le plus difficile à conjuguer. On avait tous passé outre. Il est revenu pour dire, c'est le verbe choisir, qui est le verbe le plus difficile à conjuguer dans la vie. L'Église ne tolère pas ces genres de situations parce que avant de s'engager dans le lien du mariage, on suppose d'abord que vous avez déjà eu cette transformation de caractère, cette transformation de notre nature qui nous porte à mal se comporter et à mal agir. Et après qu'il y ait cette transformation de la nature, on se dit que nous sommes déjà matures. Et la femme ne doit pas mettre les mains en croix et puis attendre le prince charmant qui va venir et qui va lui faire tout. Disons que l'intellect ne nous apporte pas grand-chose financièrement. Nous le savons tous. Mais ce qui aide, comme l'a dit madame, il y a de petites activités qui rapportent beaucoup plus. Affirme-toi dans ce que, madame, tu sais faire.
les hommes ont souvent le ras-le-bol quand la femme ne veut pas participer aux dépenses. Mais quand la femme participe, on ne dit pas avoir tellement de l'argent, avoir des milliards, être entre deux avions. D'accord? C'est quand vous êtes entre deux avions, la femme est entre deux avions, le mari est entre deux avions, et là, vous mettez la vie des enfants en péril. Mais le minimum vital pour souvenir aux besoins de la famille, l'homme doit courir pour ça, la femme aussi doit courir pour ça. Et il peut y avoir certaines situations qui vont mettre en mal le couple, comme par exemple de toutes petites dépenses. Jamais on a vu le feu éteindre le feu. Jamais on a vu le feu éteindre le feu. Et une réponse douce apaise la colère. Et au moment où l'homme est hors de lui-même et en train de faire du bruit, garde le calme. Ça, c'est conseil aux femmes, ça. Garde le calme. Ne t'empête pas. S'il augmente le volume de son poste, toi, diminue le tien. Garde le calme. Quand il va finir de tambouriner, il va revenir un jour, à revenir à lui-même, il va revenir à son bon sens et il va découvrir qu'il était allé très loin. Mais si l'homme revenait et que dans ses excès, toi tu l'accompagnais en tant que femme, on te trouverait du tort peut-être. Parce que nous savons comment est-ce que les femmes, dans leurs excès, se comportent. On ne dit pas qu'une femme soit là comme une bête, sans broncher. Mais c'est cherchant quand même à raisonner son homme et à le ramener à de meilleurs sentiments. Oui, sans forcément utiliser les adjectifs de Mme Essor tout à l'heure. Vous savez, quand même, il y a aussi des hommes égoïstes qui ne veulent jamais reconnaître leur tort. Alors, dans ces conditions, vous pensez que la femme peut toujours supporter? Voilà. Ces hommes égoïstes, ce sont des hommes qui peut-être sont des patrons service. Et c'est ça un peu l'erreur que nous, les hommes, nous faisons. Nous oublions que nous sommes patrons, nous sommes pères et nous sommes aussi parents. Alors, quand tu vas au service, tu as le manteau de patron. Et tous ceux qui sont là sont sous tes ordres. Mais quand tu rentres à la maison, tu n'as plus le manteau de patron. Tu ne dois pas diriger ta famille, parler à ton épouse comme tu parlerais à ta secrétaire à la maison. C'est ton épouse. C'est là où nous faisons, nous les hommes, qui avons des gens que nous dirigeons, c'est là où nous commettons l'erreur. Peut-être que quelqu'un t'a évincé ou que quelque chose s'est produit, tu n'as pas apprécié ça et tu rentres sous l'effet de la colère en sonnant. Et comme on est en train de t'ouvrir le portail et tu veux entrer ton véhicule au garage, descends. Comprends que j'ai déjà quitté le boulot. Je suis maintenant à la maison. Je ne vais pas transposer mes émotions, mes sentiments du service, du boulot sur mes gens qui sont à la maison. C'est là où nous commettons l'erreur. Et nos épouses subissent la foudre. Alors, Madame Essor, vous êtes prête, par exemple, à subir cette foudre-là d'un homme que vous n'aurez pas peut-être qualifié de pervers narcissique, mais qui quand même... Mais le mot est trop fort, l'expression est trop forte. Un peu frustré au boulot, qui revient à la maison tout tendu. Non, moi je ne vais pas accepter ça. Et moi je n'y suis pour rien dans ce qui s'est passé au boulot là-bas. C'est pas mon problème. Qu'est-ce que moi j'ai à y voir? Alors, est-ce que vous admettez, par exemple, ce conseil du pasteur qui estime que lorsque l'homme est en train de monter son volume, vous diminuez, ou quand il s'emporte dans ses colères, vous calmez-vous? Non, moi je quitte là, je le laisse. Voilà. Il va faire ce qu'il veut, mais c'est pas en ma présence qu'il va faire tout ce bruit-là. Il va faire ça seul, puis il va se calmer là-bas. Moi je vais faire un tour. Vous pensez que c'est autorisé à la femme? Oui,
Qui va autoriser ça? Qui est mon patron? Ah bon? Qui m'autorise et qui ne m'autorise pas? C'est ça que couple, les hommes ont besoin de comprendre, qu'ils ne sont pas les patrons de leurs femmes. Cela m'amène donc à ces normes-là, l'égalité, l'autonomie, l'indépendance. Ça doit se vivre comment dans le couple? Nous sommes sur le même pied d'égalité, c'est ça, l'homme et la femme? Mais bien sûr, égalité de droit, en tout cas. Qu'est-ce que lui a le droit de faire que j'ai pas le droit de faire? Parce que sinon, quand vous dites ça, ça veut dire que les femmes ne sont pas des êtres humains. Les femmes ne peuvent pas s'énerver. Les femmes ne peuvent pas avoir ras-le-bol. Les femmes ne peuvent pas aussi avoir des soucis au service. C'est pas nous qui le disons, c'est du vécu, oui, le constat qui est fait. Elles n'ont pas aussi des soucis au service? Pourquoi elles ne viennent pas à la maison crier sur tout le monde? Ce sont des robots. Les femmes n'ont pas de cœur. C'est ça un peu, moi, le point qui me chiffonne. Vous estimez que l'homme, il peut sortir de lui-même, tempêter, même se ridiculiser, même parce que, franchement, pour moi, un homme qui se met à crier partout, il est ridicule. L'homme est censé se maîtriser, il est censé avoir le contrôle de soi, mais il se met à tempêter partout. Je trouve ça immature, enfantin. Pourquoi la femme peut se contrôler alors qu'elle a eu aussi des soucis au service? Peut-être pas le même degré de soucis. Il y a des femmes qui sont patronnes, oui ou non? Mais est-ce qu'elles rentrent à la maison déverser la frustration sur tout le monde? Parce que je suis rentrée à la maison. Au contraire, la maison devrait être mon havre de paix, mon lieu de repos, où c'est là où je suis bien. Sinon, ça veut dire qu'il y a un problème dans le foyer, si je ne suis pas contente de rentrer à la maison. Parce que, ouf, enfin, tous les soucis que j'ai eus dans la journée, là, je laisse ça là-bas, à la maison. Enfin, je suis chez moi, avec des gens qui m'aiment, qui m'apprécient, dans un cadre agréable que j'ai choisi. Dans une société patriarcale comme celle de l'Afrique, est-ce que vous pensez que tout ce que vous dites là est admis et accepté de tous? Moi, je suis africaine et mon mari est africain. Mais je peux vous dire qu'il ne rentre pas en train de crier sur tout le monde. Pourtant, il a aussi des problèmes à résoudre. Je ne sais pas, on est des Africains. Bon, moi, je n'ai pas grandi en Afrique, d'accord, mais mon mari a grandi en Afrique jusqu'à l'âge de 20 ans. Parce donc, il n'est pas un Européen. Jusqu'à l'âge de 20 ans, il n'a pas pu conjuguer le verbe choisir. Le verbe est très difficile. Alors, Pasteur Tcheïmoua, est-ce que vous estimez que dans cette société patriarcale, oui, tout ce qu'elle a énuméré comme norme là est admise? N'essayons pas de faire une transposition de la culture européenne. Excusez-moi, l'Europe oui, est patriarcale. Non, je reviens. Parce que quand on dit ça, c'est comme si on oppose, oui, mais là-bas, oui, c'est patriarcal. Hein? Oui, il n'y a pas de... Oui, c'est patriarcal, certes, mais il y a certaines libertés qui ne sont pas encore admises chez nous ici. Il y a un sujet sur lequel ton mari n'est pas consentant. Il n'est pas permis chez nous, ici en Afrique, que tu prennes ta moto ou ton véhicule pour sortir. Tu dois supporter ses cris. Non, pas forcément. Les hommes qui rentrent et qui crient et qui font cet amalgame, qui n'arrivent pas à faire la séparation des choses. Jouer le rôle de patron, de papa ou de parent, le rôle de mari. Je ne supporte pas ces hommes-là. Ce n'est pas que je suis en train de les dédouaner. Je ne les supporte pas. Je n'apprécie pas ça. Il y a n'importe quoi. On tourne le portail, tu fais entrer ton véhicule, comprends que maintenant je suis en famille. Où je me calme. Ne fais pas ce qu'on appelle la loi de l'agressivité réciproque. Des gens qui t'ont offensé, tu es incapable de déverser ta colère sur eux. J'ai un ami, professeur de sociologie, et qui me disait, est-ce que vous savez pourquoi est-ce que la plupart des hommes sont dus chez eux à la maison? Et j'ai dit non. Il dit, mais c'est parce que il a peut-être une deuxième femme, une maîtresse. Et comme il est allé chez la maîtresse, l'enfant de la maîtresse a vidé ses poches. Et ou que la maîtresse lui a placé des mots, il n'a pas eu le courage de réagir. Maintenant, quand il rentre, il veut tester pour voir si son autorité est toujours là.
Est-ce que mon autorité est toujours là? À moins chose, il veut bondir sur les gens, persévérer, crier. C'est juste pour tester l'autorité. Est-ce que l'autorité, j'avais perdu là-bas l'autorité, mais est-ce que mon autorité est toujours là? Ce ne sont pas des choses qui sont du tout admises. Les hommes doivent cesser de le faire. Mais ce n'est pas pour autant que quand ton homme n'est pas content, tu vas prendre la voie et sortir. Tu restes, tu essaies de l'amadouer. Tout le monde, toutes les femmes savent. Mais comme elle l'a dit tout à l'heure, tout le monde peut-être n'a pas ce même tempérament d'accepter et qu'on lui crie dessus ou qu'on manifeste un certain désintéressement à ce qu'elle est en train de dire. Est-ce que la solution la plus facile pour éviter quand même qu'on en arrive peut-être aux mains ou plutôt que la femme et l'homme soient en train de crier dans le quartier, est-ce que ce n'est pas aussi une solution aussi simple de sortir? Il y a un monsieur qui était rentré du boulot, c'est un haut cadre, et son épouse, comme le disait mon grand frère, n'a pas entendu la cloche de l'école sonner. Et comme il est rentré, il a vu des anomalies, il a commencé par crier. Depuis la cour, et comme la femme a vu qu'il y a attention, mon homme est hors de lui-même, il a traîné l'homme, il a pris l'homme, et l'a amené dans la chambre. C'est ton mari, tu sais comment il faut lui parler. Tu sais comment il faut l'amadouer. Et dans la chambre, elle s'était prosternée pour dire à moi le tort. Je m'excuse. Il faut me le pardonner. Une réponse douce apaise la colère. Plus tard, ils étaient en train de plaisanter. Des semaines après. Et la femme était revenue sur l'autre sujet pour dire, est-ce que tu sais que par moment que tu abuses un peu de moi? Il a dit quoi? Moi? Non, jamais. Tu sais, je t'aime beaucoup, et beaucoup de mots. Et la femme, rappelant l'autre histoire, lui a dit, voilà ce qui s'était passé. Il a dit, ah bon? Et comment as-tu fait? Et la femme lui a dit, oui, c'est mon ménage. C'est pourquoi on l'appelle femme de ménage. Il ne faut pas que toi, tu quittes la ville pour venir incendier mon ménage. Je suis femme de ménage. Voilà pourquoi est-ce que j'avais accepté le tort sur moi. C'est le mari lui-même qui était venu me narrer ça. Et m'a dit, pasteur, depuis le jour-là, pour parler à mon épouse, je réfléchis pas deux fois. Pas deux fois. Ça veut dire, la femme peut poser un acte qui va marquer son mari à vie et qui va lui arracher certaines mauvaises habitudes. Je demande à nos sœurs de voir comment elles vont gérer leur mari, les connaissant leur tempérament, connaissant ce qu'ils aiment, ce qu'ils apprécient. Il faut essayer de jouer un peu sur leur psychologie et pour les ramener à de bons sentiments. Et quel jour lui va faire ça? Essayer de comprendre sa femme, lui parler comme elle aime, essayer de l'amadouer? Non. Non. Lui, il est le chef et tout le monde va se prosterner devant lui. Après que l'homme s'est laissé aller à ce débordement, c'est l'homme même qui m'a dit que depuis le jour-là, que pour parler à son épouse, sur quoi que ce soit, qu'il réfléchit par deux fois. Parce que la femme a posé un acte qui l'a marqué à vie. Ce qui fait que jusqu'à présent, même des choses qu'il a eu à apprendre, que la femme a eu à faire, l'homme a du mal à croire ça. Parce qu'il se dit, ce seul acte que ma femme a posé m'a marqué et m'a donné une bonne leçon. Que les femmes donnent de bonnes leçons une fois de bon à leur mari. Oui. Oui, selon moi, oui. Les femmes n'ont pas à supporter ce type de comportement parce que le mari n'est pas son père. On a déjà supporté les cris de nos papas. Hein. Mais en Afrique, quand on vient manquer votre mari, on vous demande votre papa est parti. Ou bien on vous dit, bon, votre mari vous dit, notre papa n'est pas là. Oui, mais de là, se substituer à papa, c'est pas bon. À la maison, en famille, quand nous étions avec nos parents, le papa a déjà fait tout ça. Quand on est adulte, on n'a pas à supporter encore des choses comme ça. Je suis désolée qu'il fasse ça avec ses enfants. Ah bon? Mais sa femme n'est pas son enfant, c'est une adulte. Qui peut commettre aussi des erreurs. Mais bien entendu.
Personne ne dit que la femme est parfaite. Personne n'est parfait. Quand vous reconnaissez votre tort, ce n'est pas une faiblesse aussi. Non, je ne dis pas que c'est une faiblesse. Je dis que les hommes doivent apprendre à se contrôler. Ils ne peuvent pas s'épanouir dans tous les comportements excessifs au motif que les femmes vont supporter parce qu'elles sont là pour ça. Voilà, c'est avec ça que moi je ne suis pas d'accord. Alors, Madame Esso, est-ce que vous pensez que le législateur qui a parlé de la communauté des biens a vu juste pour régler au moins les questions d'inégalité financière qui plombent le couple? Je pense que la communauté des biens est bonne, oui. Mais on veut fonder une famille, non? On a fondé une famille, mais si chacun est de son côté, moi, ça c'est à moi, ça c'est à moi, je ne sais pas ce qu'on fait ensemble. On vous prônez cela. Oui. La communauté des biens, c'est mieux. Mais oui. Maintenant, rien n'empêche que chacun... Il y a des familles, par exemple, où chacun a, par exemple, son compte bancaire et il y a un compte commun. Ça existe. Et les deux alimentent le compte commun pour les besoins à la même hauteur de la famille. Vous pensez que c'est ça qui est bien? Pas forcément à la même hauteur. D'accord. Ce n'est pas obligé, c'est pas... Même s'il y en a un qui met 10 francs et l'autre met 1000 francs, mais ça ne fait rien. Mais c'est le compte commun où on peut puiser pour les besoins communs. Alors, vous pensez que régler la question des différences de couple liées beaucoup plus à l'aspect financier, la communauté des biens, par exemple, a une solution? La communauté des biens pourrait être une solution, mais il faudrait que les hommes comprennent très bien ce que ça veut dire communauté des biens. Communauté des biens, ça veut dire que si chemin faisant, mon épouse perdait son job, à défaut de lui payer un salaire, je dois lui donner au moins d'argent de poche. Parce qu'il ne faut pas que pour tous ces petits besoins, qu'elles soient contraintes de venir tendre la main. Ça frustre les femmes. Ça les met mal à l'aise. Je suis sûr, madame ne peut pas me contredire. Ça, c'est clair. Ça frustre les femmes. Donc, communauté des biens, d'accord, mais il faudrait que les gens comprennent tous les contours de la communauté des biens. Les hommes ne sont pas d'avis que la femme injecte tout son argent dans la vie du ménage. Mais ce qu'ils ne veulent pas entendre, c'est que la femme garde pour elle seule tout l'argent qu'elle gagne. C'est tout. Qu'elle apporte le minimum. Parce que l'homme veut demeurer l'homme dans le foyer. Qu'elle apporte le minimum. Vous pensez que c'est ça vraiment? Moi, je pense que toutes les situations existent et sont bonnes pourvu que les deux soient satisfaits de cette situation. Moi, je ne me satisferais pas, par exemple, de ce que monsieur décrit là depuis tout à l'heure. Mais force est de constater qu'il y a des femmes qui s'en satisfont. Donc, il n'y a pas de problème. Moi, je suis contre tout ce qui est forcé, tout ce qui est contraint. À partir du moment où il n'y a pas contrainte et que les deux sont d'accord, moi, ça va. Hein. Merci donc à vous, Madame Esso Djeki. Vous êtes professeure de dessin, également directrice du Centre culturel Akanga. Merci à vous, pasteur Damas Tchénimoa, pasteur, coach en développement intégral, enseignant de formation, pour vos apports sur ce thème, justement, vie de couple, différences intellectuelles et financières. Est-ce un frein véritablement? Non. Si vraiment on s'est fait son choix et donc choisi demeure quand même le verbe le plus sérieux dont chacun doit pouvoir s'approprier les contours. À très bientôt sur Sika et sur l'émission Ici Ailleurs que vous retrouvez sur notre site YouTube et également sur nos pages Facebook et WhatsApp. À bientôt.